merci à nos invités qui viennent de nous rejoindre. Donc, nous allons parler de souveraineté, en effet, qui est un terme qui est un peu surgi ou ressurgi comme ça à l'occasion de cette crise, puisque finalement, on s'est aperçu qu'on a réussi à continuer à travailler, même à se divertir et même à avoir parfois des relations humaines, hein, les cyberapéros, etc. Mais on a quand même beaucoup utilisé des technologies non européennes, non françaises, du coup avec... voire américaines. Oui, nos data qui ont encore plus été captées probablement par ces acteurs-là. Et du coup, inversement, on s'est dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un petit problème de souveraineté? Il y a effectivement aussi toute l'affaire de l'application Stop Covid, tous anti-Covid, etc. Donc ces questions de souveraineté numérique, c'est vraiment au cœur de ce qui va se passer maintenant, finalement. Alors, Laure de la Raudière, vous êtes députée d'Eure-et-Loir, on va vous poser la première question. Tout simplement, qu'est-ce que c'est pour vous la souveraineté numérique et quel est l'enjeu avec tout ça? Avant de commencer à répondre à votre question, je le ferai. Je voudrais simplement dire que la prise de conscience politique des enjeux de transformation de la société par le numérique est finalement assez récente. Elle date, je trouve, de 2014 et 2015 à peu près. Il y a un tournant. Et donc, de plus en plus de politiques, de députés se sont emparés de ce sujet. Et c'est à ce moment-là, un petit peu après, qu'est apparu le terme de souveraineté numérique en se disant on ne va pas continuer à se faire piller toutes nos données par des géants de l'Internet américains et pourquoi pas à l'avenir chinois. Donc la prise de conscience, elle est récente. Elle a été amplifiée avec l'élection d'Emmanuel Macron, sans doute une question générationnelle, mais aussi avec la volonté de porter à la fois un message positif sur le numérique, mais en disant, voilà, la France a toute sa place dans ce futur univers numérique et est venu dans le débat des enjeux de souveraineté numérique. Alors après, ça fait écho, en fait, au reste de la souveraineté. C'est-à-dire, ce qui a fait débat pendant le confinement, le premier confinement, c'était plutôt la souveraineté d'un point de vue médicaments, la souveraineté dans notre capacité à produire des masques et des surchaussures ou des surblouses. Et en même temps, on s'est dit, on utilise, et heureusement que le numérique était là, mais on n'utilise quand même que des outils américains au quotidien. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne se posait pas la question parce qu'on était en pleine joie de la mondialisation aussi. C'est vrai qu'il y avait cette question de mondialisation, mais je pense que sur la partie numérique, on s'est posé la question un peu avant, je dirais. Moi, je me souviens d'avoir coprésidé le premier forum parlementaire de la souveraineté numérique. Ça devait être en 2016. Et en fait, vous êtes précurseur, Laure de la Raudière. La question de fond, c'était est-ce qu'on peut imaginer que non, mais la souveraineté numérique aussi dans le débat du RGPD, il y a sous-jacent, même si on n'utilisait pas le terme, il y a une question de souveraineté numérique. On se pose la question de comment protéger nos données, à la fois nos données personnelles, mais aussi nos données économiques de géants de l'Internet. Comment assurer aussi dans ce cadre-là la sécurité? C'est pas qu'un enjeu économique, c'est aussi un enjeu de sécurité. Quand des entreprises américaines géantes connaissent tout du fonctionnement d'un pays et qu'ils ont des puissances financières aussi importantes que celles qu'a Google, Facebook, Amazon et les autres, on peut vraiment se poser la question de savoir si ça tombe dans des mains mal intentionnées, ce qui peut en venir de la sécurité des pays. Alors évidemment, cette souveraineté, elle n'est pas au niveau français, elle est au niveau européen, on est d'accord. Parce que si on veut essayer de faire le poids face c'est continent contre continent. Voilà, c'est continent contre continent. C'est très clairement continent contre continent. Il faut avoir déjà un marché intérieur suffisamment important pour pouvoir développer des géants qui puissent faire face aux géants de l'Internet américains et chinois. Donc oui, c'est bien au niveau européen. Donc, et le cadre des régulations et de la régulation économique est au niveau européen aussi. Et donc, il y a le fameux Digital Service Act et le Digital Market Act, pardon, qui est poussé par Thierry Breton. Ça va dans le bon sens, à votre avis ? Ah, mais hier, j'étais... c'est même avant-hier, ça date de mardi. J'étais
hyper heureuse. C'est une bonne nouvelle parce que l'Europe a été ambitieuse. On attendait. Alors sur le DSA, on avait à petit peu près le chemin qu'allait prendre la Commission européenne, et on attendait vraiment de savoir ce que la Commission européenne allait proposer dans le Digital Market Act. Et Thierry Breton et Margaret Vestager ont été extrêmement ambitieux. Ils posent un cadre réglementaire qui va permettre en fait de remettre de l'ordre. Il ne s'agit pas d'aller dire que les géants de l'Internet, c'est des entreprises extraordinaires. On aimerait bien en avoir en Europe. Donc, on ne peut pas les critiquer. Mais remettre de l'ordre, en fait, dans des distorsions de concurrence qui sont apparues et qui brident l'innovation en dehors de leur propre innovation. Donc, c'est comme ça que ce qui est proposé en termes de... Ce que j'appelle séparation fonctionnelle, c'est trop important. Mais globalement, d'avoir accès aux algorithmes de Google ou de Facebook, d'avoir une capacité d'audit des États sur le fonctionnement pour éviter ex ante, c'est-à-dire pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la justice qui a la capacité d'enquête. Là, ça sera ex ante, les États qui auront cette capacité d'enquête pour voir si Google ou Amazon ou d'autres ne favorisent pas leurs produits, leurs services, plutôt que les vendeurs qu'ils accueillent sur leur plateforme, c'est extrêmement, extrêmement important. Il y a d'autres points aussi, c'est l'interopérabilité. Aujourd'hui, avec une intégration verticale, vous avez des acteurs finalement qui proposent tout, qui proposent le terminal, qui proposent le système d'exploitation et qui proposent le magasin d'applications. Peut-être qu'il faut rendre les choses interopérables parce que les plateformes sont devenues systémiques et verrouillent le marché. Voilà, c'est vraiment très ambitieux et c'est une très bonne nouvelle. Alors j'espère que les États maintenant et le Parlement, mais je pense que le Parlement, il n'y aura pas trop de difficultés, mais que les États vont confirmer cette ambition de la Commission européenne. Laurent Nisery, président de l'Axel. Comment, pour vous, la souveraineté, comment est-ce que vous voyez la problématique? Et puis, est-ce que le DSA est une réponse intéressante? J'ai à peu près 300% de points communs avec ce que vient de dire Laure, donc je vais essayer d'éviter de redire la même chose, mais de donner quelques angles un peu différents. Je pense qu'une partie du problème, en tout cas pas forcément de ce que peut dire un gouvernement, mais en tout cas du bruit qu'on entend autour du mot souveraineté, vient justement de ce que vient de dire Laure. Et vous avez dit précurseur en parlant de 2015-2016. Moi, j'avais envie de dire super en retard. Enfin, pardon, mais on a tous des cheveux blancs ou moins de cheveux ici autour de cette table. Ça fait depuis les années 90 que la course a commencé. Dans certains secteurs, bien sûr. Mais par exemple, si on prend ceux qui sont chers à l'Axel, comme la finance ou le développement de ses services, c'était dans les années 90, il y avait déjà ce qu'on appelle licornes aujourd'hui, qui sont devenus après plus grand-chose en 2001. Mais c'était un combat d'il y a longtemps. PayPal, c'est plus une start-up. PayPal, c'est 98. Ces gens-là sont devenus des champions qui ont appris, ont égrené, ont créé les créateurs de Tesla d'aujourd'hui, de Square d'aujourd'hui, etc. C'était il y a 20 ans. Et le problème, c'est que en Europe, et plus particulièrement en France, pendant 20 ans, des illuminés comme nous, on ne nous écoutait pas. C'était un truc de geek pour un micro-secteur, pour le e-commerce. Alors le e-commerce, c'était pour des pure players, pour 5-6%. On faisait le champagne quand c'était 7% du marché. Sauf qu'à un moment, il n'y a plus eu de frontière à ça. Alors, peut-être c'était arrivé 2015, 2016. Moi, j'ai un peu l'impression qu'on parle beaucoup de souveraineté numérique depuis que, malheureusement, ce monde devient un peu fou et que le multilatéralisme revient, que l'OMC n'est plus la règle, que la règle, c'est de dire que, heureusement, il est plus tellement là, mais les US, avec son président, fait la guerre du jour au lendemain à une autre partie du monde parce qu'il a envie de la faire, du moins la guerre dans les mots, ce qui est déjà pas génial. La Chine, qui a vraiment, là, c'est plus la Chine sévéra, mais qui est très, très réveillée, et où on se rend compte que notre Europe, avec toutes ses qualités, et c'est très joli quand on voyage d'avoir toute cette diversité culturelle, elle est éclatée, elle est tout sauf unie dans ce combat, et elle est très très en retard sur cette vision d'un développement du numérique comme un secteur d'activité, voire même transsectoriel, où on devrait être extrêmement puissant avec toutes les armes qu'on a. J'écoutais Thierry Breton, effectivement, qui disait on a les meilleurs ingénieurs. Oui, d'accord, mais combien de fois on a dit qu'on avait les meilleurs ingénieurs et qu'on savait pas vendre? Il y a un moment... en plus, Thierry Breton le sait bien avec Atos, mais le SaaS, l'ancêtre du cloud dans les années 2000, on l'a pas beaucoup poussé chez nous en Europe. Et maintenant, le cloud, il est très présent et effectivement, on n'a pas encore notre cloud européen. Et ça serait valable pour d'autres choses. Je parlais de PayPal, le paiement dans le monde, Visa, Mastercard, PayPal en troisième. Bon, après, il y a Cup pour les Chinois, mais je vois pas d'Européens. Alors effectivement, on a un superbe projet, on espère qu'il marchera.
avec EPI, mais en attendant, c'est plein de petits acteurs locaux qui localement sont très puissants, mais c'est quoi la 5e entre guillemets puissance mondiale ou 6e que peut être la France, avec 60 millions d'habitants comme territoire pour se battre contre un champion américain ou un champion chinois. Bien sûr. Donc la souveraineté, c'est pas la France, c'est l'Europe, on est d'accord? Alors la souveraineté, c'est que l'Europe. Enfin, tant qu'on se battra pour faire cocorico, ça marche pas. Donc déjà, faut changer de logiciel là-dessus. Faut vraiment penser européen. Faut être fier quand un Allemand réussit. Faut être fier quand un Hollandais réussit. Bon, j'aurais aimé être fier quand quelqu'un du Royaume-Uni réussissait. Bon, là, ils sont plus avec nous, mais ils vont peut-être revenir un jour. Donc, il y a toujours le tunnel. Donc il y a toujours le tunnel, on verra pas reboucher encore. Donc, il faut essayer de se battre ensemble et pas les uns contre les autres, sinon déjà, ça marche pas. Et puis, deuxième sujet, moi, qui m'a frappé dans les débats qui est lié à ça, c'est que j'ai un peu l'impression que le débat qu'on a eu sur Amazon, qui est d'ailleurs un membre de l'Axel aussi, Google, qui est un membre de l'Axel aussi, et j'y reviendrai sur les raisons qui font que nous sommes aussi ouverts, c'est que finalement, quand ceux qui sont partis bien avant nous, parce qu'ils ont considéré bien avant nous que c'était important, maintenant que nous on trouve que c'est important, on va dire, attends, ils sont très loin sur la course, est-ce qu'on pourrait leur mettre 2 boulets à chaque pied pour que nous on ait peut-être une chance de les rattraper? Alors je rejoins pleinement Laure quand vous dites il nous faut un cadre réglementaire où quand même il y a des règles qui se respectent. Il y avait un Far West, mais on ne peut pas reprocher à des acteurs d'avoir utilisé au maximum ce que nous leur autorisions de faire. C'est nous qui autorisons. Ils l'ont fait au maximum, ils ont poussé, bien poussé. Lors de la redire, votre micro. Votre micro. Oui, simplement, je ne veux pas interrompre, mais la justice européenne a quand même mis des sanctions de plusieurs centaines de millions à ces acteurs géants de l'Internet parce qu'ils ne respectaient pas la règle. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de faire maintenant une régulation ex ante, parce que globalement, le cadre réglementaire actuel leur permettait, comme vous dites, d'utiliser... mais quand même, ils franchissaient la ligne jaune. Vous avez tout à fait raison, mais on adore en Europe faire des lignes jaunes et blanches, et on a du mal à les respecter. Je vous donne un exemple. Un très grand acteur de la banque que je ne nommerai pas, mais qui est aussi membre de l'Axel, quand les États-Unis lui ont mis une amende, c'était 8 milliards, c'était pas 100 millions. Et ils ont moins d'argent sur le compte que Google, je pense. Donc, à un moment, c'est peanuts. C'est pas représentatif. Donc je suis extrêmement en faveur du projet porté par Thierry Breton, qui est formidable, et je rejoins pleinement qu'à grande responsabilité, grand devoir pour nos amis GAFA et autres, et y compris pour des grands acteurs européens. Mais n'oublions pas que c'est nous qui, par exemple, quand on avait des grands acteurs dans d'autres secteurs, mais proches du numérique, genre les télécoms par exemple, si 2 grands acteurs télécoms que je ne nommerai pas d'un pays français et allemand voulaient fusionner, que ne dirait-on pas? On aurait 2 ans de suivi sur la concurrence, on leur demanderait de démanteler et de vendre la moitié des choses pour pas qu'ils soient trop gros. Alors que les Américains, d'abord, ils laissent grossir, et après, quand vraiment c'est très très gros, ils ont une discussion sur « Ok, il y a peut-être du trust là ». Mais au moins, ils ont laissé grandir un champion. Ça aussi, il faut qu'on change notre logiciel. Parfaitement d'accord sur le fait de changer la façon dont on approche le jeu concurrentiel au niveau européen. C'est-à-dire que le terrain de jeu concurrentiel, il doit pas être uniquement estimé au sein des pays européens, mais l'Europe par rapport... et c'est 100%. La mondialisation qui conduit à ça, et ça n'a pas encore été intégré dans les textes européens. Et alors, quand on crie souveraineté, souveraineté, est-ce que justement le risque, c'est pas de brider l'innovation? J'ai une réponse, mais peut-être que Laure voulait d'abord répondre. Je pense que le DMA qui a été annoncé par Thierry Breton hier est un facteur d'innovation, c'est-à-dire que si vous rendez les choses interopérables, si vous réglez les problèmes d'équité concurrentielle, vous favorisez de nouveaux acteurs, de nouvelles technologies qui viendront remplacer plus facilement les acteurs actuels, ou au moins une partie en fait de ce qu'ils font pour les citoyens, pour les consommateurs. Ce qu'avait l'air de dire Laurent Nizery, ça pouvait être aussi un moyen de freiner les meilleurs au profit des moins bons. Non, ce que je disais, non, c'est pas exactement ce que je disais. Ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, on a eu un débat, par exemple, quand on disait Black Friday, pourquoi Amazon? C'est intéressant d'avoir ce débat sur Black Friday quand on a effectivement le confinement qu'on a eu, mais pourquoi mettre au pilori Amazon? Enfin, à un moment, moi, j'utilise Amazon, comme j'utilise d'autres services, et vous savez quoi? Je les trouve excellents. Vous n'êtes pas seul. Voilà. Et ce que j'aimerais surtout, c'est avoir des acteurs français qui soient aussi excellents. Bien sûr. Moi, j'aimerais que le débat, ça soit comme si mon fils rentrait après une course et qu'il était dernier. Papa, comment je fais pour être moi aussi le premier? Plutôt, comment tu fais pour que le premier soit le dernier? C'est ça que j'ai envie qu'on fasse. Et il y a plein de moyens de faire, mais en tout cas, c'est pas en affichant cocorico sur un site qui commence par un grand C en disant vous achetez français qu'on a réussi à gagner le combat, parce que par contre, l'expérience client est déplorable. Et je l'ai essayé aussi. Donc, à un moment,
Faisons en sorte d'avoir une bonne expérience client, faisons en sorte de copier les meilleurs, et c'est pour ça que nous, on a notre sein aussi, Google, Amazon, on discute ensemble de tout ça, on n'est pas naïf, on n'écoute pas tout et n'importe quoi, mais on échange ensemble parce que, vous savez quoi, ils sont super bons, et on essaie d'apprendre d'eux. Mais question justement qu'on peut poser à tous les deux, est-ce qu'avant de parler de souveraineté, il ne faudrait pas qu'on soit au niveau de toutes ces plateformes ? Le fait de parler de souveraineté permet de poser des actes et des décisions par rapport à cet enjeu. Donc, à mon avis, c'est déjà important en termes de prise de conscience politique et dans le débat de société de se dire, ben là, on a perdu en souveraineté. Il y a deux axes qui sont d'ailleurs dans le cadre du plan de relance réaffirmés. C'est un enjeu d'inclusion numérique totale. Donc il y a 250 millions d'euros sur le financement à la fois des Français, c'est-à-dire le fait de laisser personne au bord du chemin de cette révolution de société qu'est le numérique, mais aussi toutes les entreprises, PME et TPE qui sont aujourd'hui très en retard en France par rapport aux homologues européens ou même par rapport aux homologues des autres pays. Et le deuxième axe qui est important aussi, c'est qu'il y a un financement qui est prévu des nouvelles technologies et des technologies de rupture. Donc il y a 2,4 milliards sur les technologies numériques de rupture et il y a 500 millions d'euros qui sont confiés en plus à la BPI pour faire en fait de l'accompagnement de développement d'entreprises et notamment des scale-up. Ça, c'est absolument indispensable. Mais c'est important de parler de souveraineté parce que ça permet de poser le débat. Juste un mot pour compléter là-dessus. Je trouve ça très important d'associer au sujet régulation le sujet financier. Oui, le secteur est devenu gigantesque. Oui, il est important de réguler comme tous les autres secteurs. Je ne viendrai pas à l'idée que dans tout le reste de l'économie, tout soit régulé. Puis là, tout d'un coup, c'est le Far West. Mais aussi, dans tous les autres secteurs, c'est des investissements considérables, que ce soit des investissements de production, des investissements dans tous les domaines. Et très souvent, les acteurs économiques, ceux à qui on reproche aujourd'hui de peut-être ne pas être assez développés au niveau numérique, n'ont pas investi, se sont dit, c'est le digital, ça ne doit pas être trop cher. Non, faire une belle expérience client numérique, ça coûte cher. C'est pas forcément moins cher que d'avoir un magasin dans la rue, en fait. Ça peut rapporter peut-être beaucoup plus éventuellement si on s'y prend bien, mais c'est pas gratuit. On le voit bien tous autant qu'on est avec ce confinement, on se transforme. Vous savez quoi, faire cette matinée en digital numérique, ça nous coûte cher. C'est pas moins cher que de l'avoir fait normalement en physique. C'est même peut-être plus cher. Surtout dans la phase de transformation et d'investissement. On espère bien qu'à terme, on aura des retours sur investissement pour nous tous. Mais il faut avoir ce mindset-là. On évoque depuis tout à l'heure la souveraineté. Et justement, quelle est votre vision ? DocaPost, comme vous l'avez dit, on est une filiale, la filiale numérique du groupe La Poste. Et nous, notre conviction, c'est qu'on a besoin d'avoir des acteurs de confiance pour que la souveraineté puisse s'adosser à des acteurs de confiance comme DocaPost. Et donc La Poste, comme vous le savez, c'est un acteur de confiance dans le monde physique depuis des années. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de prolonger ce positionnement de tiers de confiance dans le monde digital. Et pour pouvoir le faire, on a développé un certain nombre d'assets, de briques technologiques qui sont indispensables pour pouvoir créer cette chaîne de confiance et pour pouvoir créer ces plateformes de services. Donc on parle de l'authentification, on parle de l'identité numérique. Donc on vient aujourd'hui de se faire labelliser, enfin quand je dis aujourd'hui, c'est depuis le 1er janvier 2020, on a été labellisé au niveau substantiel. Donc c'est l'authentification, l'identification, l'archivage, le vote électronique, l'ensemble des assets aujourd'hui qui composent le règlement eIDAS, où on a aujourd'hui donc déposé tous ces dossiers pour pouvoir avoir cette labellisation qui permet aujourd'hui de pouvoir créer cette chaîne de confiance et d'offrir des plateformes de services à nos clients en toute confiance et en toute sérénité. Et on est convaincu que c'est vraiment extrêmement important, extrêmement indispensable. Et ça commence par l'identité numérique, puisque pour pouvoir s'identifier sur ces plateformes, il faut pouvoir être sûr et certain que vous êtes bien la bonne personne et que vous avez les droits pour pouvoir avoir accès. Oui, finalement, vous étiez peut-être le mieux placé ou l'un des mieux placés, alors que la Poste n'est pas une entité numérique et même technologique à la base. Je dirais même que certains étaient assez étonnés de vous voir plonger comme ça dans le numérique ces dernières années. Parce qu'on reste encore assez discret, je dois le reconnaître, mais DocaPost aujourd'hui, c'est déjà aujourd'hui plus de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est plus de 7000 personnes, et il y a une volonté du groupe La Poste d'investir énormément dans le numérique. Donc d'ailleurs, on a réalisé pas mal d'acquisitions, on a réalisé une dizaine d'acquisitions au cours de ces dernières années, et il y a vraiment cette conviction de notre président Philippe Val de dire aujourd'hui, c'est extrêmement important de pouvoir adosser tout le volet numérique au volet physique, et en plus, on voit bien la complémentarité qu'il peut y avoir, parce que moi, je n'oppose pas le numérique et le physique.
Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a plein de services qu'on est en train de déployer auprès des citoyens qui nécessitent aujourd'hui cette complémentarité entre physique et numérique. Si je donne un exemple simple, l'identité numérique, pour pouvoir obtenir le niveau substantiel, il faut qu'il y ait à un moment donné, il y ait quelqu'un qui puisse contrôler que c'est bien vous êtes bien la bonne personne pour pouvoir l'obtenir. Là, on a utilisé le réseau La Poste, le facteur, donc vous pouvez prendre rendez-vous avec votre facteur ou aller en bureau de poste pour pouvoir faire l'enrôlement de l'identité numérique. Et puis on a rajouté un parcours 100% digital pour ceux qui sont les plus digital natifs, comme on dit. Mais moi, je crois vraiment à cette complémentarité entre le physique et le numérique pour pouvoir toucher tous les Français et dans une logique d'inclusion qui est extrêmement importante, et encore plus dans la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Laurent ? Je voulais juste réagir sur un point et souligner, on s'en rend pas compte, à quel point la Poste a été précurseur. On parlait tout à l'heure de retard. Il y a une quinzaine d'années, la Poste a identifié qu'avec toutes les dérégulations sur le courrier et le trend naturel du courrier, globalement, si on faisait rien, on pouvait fermer la clé sous la porte dans 30 ans. Et ils ont fait un plan massif de transformation qui n'a pas été figé, qui tous les ans s'est repris. Pour digital. Et justement, le digital a été un levier énorme de transformation, mais pas contre leurs équipes, avec, comme vous donnez l'exemple avec les postiers, mais il y a beaucoup d'autres exemples, je le sais, dans le groupe. Il y a eu les télécoms où ils sont rentrés. Il y a eu la banque avec Ma French Bank, qui est un acteur qui marche plutôt bien aujourd'hui, alors que personne donnait cher au départ à l'arrivée, avec toutes les néobanques qui existent déjà. Il y a DocaPost qui est en vue le milliard d'euros de chiffre d'affaires et qui arrivera, j'en suis sûr, rapidement. Et cette transformation, elle a été effectivement anticipée, pensée avec beaucoup de moyens. C'est pas des petits moyens, avec beaucoup de moyens, avec la conscience que tout pouvait pas se faire en interne. Je crois que vous avez racheté beaucoup d'entreprises, mais aussi pour les intégrer et les développer, et avec les collaborateurs, en les accompagnant dans la transformation. Et ça, c'est vraiment le cœur de l'Axel, c'est la transformation avec et par le digital, et la Poste est un grand soutien depuis des années, et c'est important de le souligner. Laure de la Rodière ? Oui, simplement, je voudrais dire qu'Olivier Vallée n'a pas dit, et donc je me permets de le dire, que c'est la seule solution aujourd'hui, l'identité numérique validée par l'ANSSI. Donc on peut être fier que ça soit une société française et que ça soit en plus un symbole de la transformation progressive d'un grand groupe français en matière numérique. Voilà, et j'ai eu une démonstration récente parce que on avait des interrogations concernant la nouvelle ordonnance obligeant une vérification de l'identité dès le premier euro de transfert de crypto-actifs en France, ordonnance qui a été publiée la semaine dernière, et on se disait on va perdre tout notre écosystème d'échanges crypto en France, et en revanche la solution que m'a proposée la Poste ainsi que le modèle économique pourrait répondre à l'enjeu de l'ordonnance. Donc ça m'a fait plaisir de me dire que nous avons une solution française pour permettre d'accompagner cette ordonnance qui vise à lutter contre le terrorisme. C'est pas pour nous faire plaisir que on a mis ça en place au niveau français. Et donc aujourd'hui, on peut tous se créer sa propre identité numérique. Vous allez sur n'importe quel store aujourd'hui, c'est gratuit pour tous les citoyens. Vous faites le petit parcours d'enrôlement, donc vous avez soit la possibilité d'avoir un parcours physique, rendez-vous facteur ou en bureau de poste, et si vous voulez le faire 100% digital, on l'a intégré pendant la première période de confinement, puisque les bureaux de poste et les facteurs ne pouvaient pas avoir contact avec les citoyens, et donc on a rajouté un parcours 100% digital qui a été labellisé aussi par l'ANSSI, et donc vous pouvez y aller. Et ce qui est intéressant, c'est que la Poste va aussi développer des usages pour l'utilisation de cette identité numérique, parce que ce qu'on oublie quand même souvent de dire dans le digital, c'est que c'est bien créer des outils, mais s'il n'y a pas d'usage, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc on est en train de travailler sur 2021 pour que un certain nombre d'usages, pour vous donner un exemple, quand vous allez retirer un colis demain, si vous avez votre identité numérique, vous allez pouvoir le faire plus facilement sans pouvoir faire la queue et l'obtenir directement. Donc on est aussi en train de réfléchir à quels sont les usages que la Poste pourrait elle-même s'appliquer pour faciliter la vie des citoyens. Et puis en même temps, cette identité numérique, on va la développer dans le monde B2B2C. Et là, on est plutôt côté bancaire avec de vrais enjeux aujourd'hui, notamment sur l'entrée en relation client avec le KYC, qui est extrêmement indispensable. Et là, on voit bien le rôle indispensable d'avoir une identité numérique et qui est labellisée de niveau substantiel et qui a donc une valeur juridique qui est équivalente, si je puis dire, au niveau de la carte d'identité. On se rend peut-être pas bien compte, mais on touche au cœur de l'économie numérique. Dans le monde de demain, savoir à qui je parle derrière des écrans, déjà aujourd'hui on le vit tous, c'est juste la question principale en fait. Très bien. Bonsoir. Olivier, parlons de ce fameux cloud européen dont vous êtes l'un des instigateurs. Est-ce que justement c'est encore une brique de cette souveraineté dont on parle depuis tout à l'heure ?
Donc on est DocaPost est un des membres fondateurs. C'est un projet, donc comme vous le savez, qui est lancé par à la fois l'État français et par l'État allemand. Donc c'est les deux moteurs de ce projet. Et Donc l'idée, Gaia X. donc c'est Gaia X. Et l'idée, c'est de créer un cloud souverain européen. Et de ne pas faire forcément des erreurs qui ont été faites dans le passé, c'est-à-dire de mettre beaucoup d'argent pour créer des infrastructures en partant de zéro. C'est plutôt d'essayer de définir un cadre réglementaire et un cadre technologique d'interopérabilité de manière à ce que l'ensemble des acteurs souverains ou de confiance puissent apporter leur puissance de calcul au niveau européen pour l'ensemble des clients. Donc il y a tout un cadre qui a été défini. On est en train de réfléchir à comment pouvoir mutualiser l'ensemble de nos infrastructures. C'est aussi une des convictions que l'on a et que j'ai en tous les cas personnellement, c'est aussi le fait que pour pouvoir avoir des acteurs de confiance et souverains demain, il faut aussi pouvoir construire un écosystème de ces acteurs et on ne va pas tout faire par nous-mêmes. Et aujourd'hui, on est aussi en mesure d'être un peu ce fédérateur en fédérant l'ensemble de différents acteurs. Donc ce projet a été lancé, il est extrêmement ambitieux. Il y a à la fois des prestataires de services, il y a à la fois des clients et nous, on est un des membres fondateurs et on est en train de contribuer donc à la constitution de ce projet dont l'objectif est de fournir un catalogue de services pour tous les clients qui souhaiteront consommer des services de la même manière qu'ils peuvent le consommer aujourd'hui sur d'autres acteurs américains principalement, mais ils pourront le faire sur un cloud souverain européen. Mais ça pourrait arriver quand, pardon, Jérôme? Alors vous doutez bien que c'est quand même un projet ambitieux, puisqu'il va falloir quand même mettre d'accord un certain nombre d'acteurs. Ceci étant, donc la société est en train d'être créée. Les premiers services doivent être développés, doivent sortir au mois de juin 2021. Et puis, progressivement, les différents services vont être lancés. Donc, il y a un calendrier qui est assez agressif. Et en tous les cas, depuis que nous sommes, on est depuis le départ dans ce projet-là, il y a une impulsion donnée à la fois par l'État français et par l'État allemand qui est extrêmement fort. Et puis il y a tous les acteurs, donc on n'est pas les seuls. Il y a des gens comme OVH, comme Outscale, et puis des clients, donc des entreprises aujourd'hui qui font partie aussi de ce consortium pour pouvoir aussi expliquer les besoins. Ce qui est étonnant, Olivier Vallée, c'est qu'il y a aussi des acteurs comme Microsoft, Google, Amazon, qui font partie de ce Gaia X Cloud européen. Alors il y a d'abord les membres fondateurs. Donc dans les membres fondateurs, les belles entreprises que vous venez de citer n'en font pas partie. Et après, je pense que c'est compliqué. On ne va pas rentrer trop dans la technique parce qu'on risque de perdre tout le monde. Mais je pense qu'il faut faire une différence entre pouvoir utiliser des briques technologiques de certains grands acteurs américains que vous venez de citer, mais qui seront posées sur des infrastructures européennes, opérées par des acteurs européens, versus aller dans un cloud de type Microsoft ou Amazon. Voilà. Et une fois encore, moi, je ne suis pas du tout un anti-GAFAM. Je dis juste que pour un certain nombre de services, il me paraît indispensable qu'en effet, on puisse avoir une solution européenne. Et les services dont je pense, nous, on est beaucoup dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, où il y a un certain nombre de secteurs d'activité où ça me paraît indispensable que l'Europe puisse avoir une solution souveraine. Donc ces acteurs américains vont apporter des briques technologiques, mais en tous les cas, n'apporteront pas aujourd'hui leur infrastructure cloud dans ce projet-là. Ce qui est important, c'est ce que vous disiez, c'est le cadre réglementaire européen, en fait. C'est ça. Laurent Nizri ? Oui, sur le cadre réglementaire, j'avais 2 points que je voulais souligner. Il y a eu pas mal de réactions ces 2-3 derniers jours, et il y a un certain nombre d'entrepreneurs européens et français en particulier qui attirent sur 2 points d'attention. Et il est important, je pense, de les souligner. Le premier, il ne faudrait pas que la régulation, finalement, surrégule les Européens qui, des fois, sont peut-être ceux qui ont le plus de difficultés à se battre contre une décision ou contre une amende que Laure citait tout à l'heure. Alors qu'on le sait, un géant avec l'argent qu'il a dans ses poches peut durer très longtemps en appel et contre-appel avant de régler quelque chose, et le temps passe. Et en attendant, l'acteur européen qui, lui, ne s'est peut-être pas bien manipulé comme ça, plus petit, mais qui rentrerait quand même dans les mailles de cette régulation, serait le premier freiné. Donc la première chose, c'est peut-être ne soyons pas plus durs avec nous-mêmes que nous n'allons l'être avec les autres. Ouais. Et la seconde, c'est la 2e régulation en 20 ans. Le monde change tous les mois. Donc, ce que ces entrepreneurs soulignent, je pense qu'ils ont raison, il faut construire une régulation agile, capable de s'autocritiquer, de progresser, de peut-être se dire au bout d'un an, ah là on s'est trompé, et de ne pas juste se dire on fera la prochaine dans 20 ans. Voilà, l'agilité elle doit être aussi dans la régulation. Laure ? Sur le premier point, en fait, j'ai oublié de mentionner tout à l'heure que dans le Digital Market Act, il y a l'obligation, et dans le DSA, il y a l'obligation d'avoir une représentation légale dans les pays européens. Ça change tout ?
Ça change juste tout. C'est-à-dire, vous avez une régulation ex-ante qui va s'appliquer aux géants étrangers, américains, chinois ou autres, hein, parce qu'ils seront installés, ils opéreront en fait en Europe. Donc ça remet un peu les choses à plat et de l'équité concurrentielle entre les acteurs européens et les acteurs américains. Donc maintenant, il faut encore une fois que les États et puis le Parlement se dépêchent de valider la feuille de route qu'a présentée Thierry Breton et Margaret Vestager hier. Avant-hier. Très bien. Il nous reste juste quelques minutes. Peut-être un petit mot de conclusion les uns et les autres. On a beaucoup parlé des contraintes, finalement, du cadre légal, réglementaire. On n'a peut-être pas vraiment parlé de ce qu'il faudrait faire pour faire émerger ces fameux acteurs européens qui pourraient concurrencer les GAFAM. Alors, la question c'est une vaste question, évidemment, mais est-ce que vous avez quelques idées sur la question ? Juste peut-être, si c'est un mot de conclusion, dire d'abord il faudrait d'autres DocaPost. Il en faudrait d'autres, et un DocaPost encore plus puissant et plus fort, mais il en faudrait d'autres aussi. Non, d'abord, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience aussi des citoyens. Et ça, je pense que c'est important de le souligner. Nous, on le voit au quotidien sur beaucoup de sujets. Il y a une impulsion aujourd'hui qui est donnée par l'État et par l'Europe qu'on doit saluer et qu'on doit absolument embrasser. Après, je pense qu'il faut aussi qu'on soit un petit peu fier de ce que l'on fait et de pas de penser aujourd'hui que la bataille est perdue. Il y a plein de domaines d'activité dans lesquels aujourd'hui l'Europe, la France a la possibilité de se positionner. On n'a pas parlé de l'intelligence artificielle, mais c'est un sujet sur lequel on a beaucoup de choses à raconter. Donc, faut juste qu'on ait cette ambition. Il faut juste que l'État français aussi donne cette impulsion, que parfois il n'aille pas à la solution de facilité d'aller choisir un Microsoft ou un Amazon. Si je prends le sujet du Health Data Hub dans le domaine de la santé, je pense que c'était pas une bonne décision et c'est un bel exemple où on aurait pu donner l'opportunité à des acteurs français de se mettre ensemble pour pouvoir construire cette solution. Donc voilà, donc on sent qu'il y a un mouvement qu'il faut qu'on embrasse. Et puis, moi, si je prends notre petit exemple, nous, on a la chance aujourd'hui d'avoir un actionnaire, La Poste, qui aujourd'hui est en train de faire des investissements. Je vous l'ai dit, ça fait la 10e acquisition qu'on fait. On vient de racheter une société dans le domaine de l'éducation. On va faire d'autres investissements pour pouvoir se donner de la puissance. Et puis, une fois encore, être capable de fédérer les autres acteurs souverains français et européens avec lesquels on a beaucoup de choses à faire. Donc plutôt un message optimiste. Très bien. Dans cette période compliquée. Je laisserai conclure Laure et donc je vais dans ce sens. Moi, je dirais 4 points, si j'arrive à m'en rappeler des 4. Le premier, je dirais déjà, je vais rebondir sur ce que vient de dire Olivier, être fier. Moi, j'ai eu la chance de passer à peu près 70% de mon temps à l'étranger ces 5 dernières années pour faire mes activités professionnelles. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'effectivement, on fait beaucoup de choses, mais nous, on s'en cache ou on a un peu honte. Mais même quand un grand patron d'entreprise dit « j'ai fait ça », pardon, mais vous le dites comme ça. Un Américain de 5 ans à 90 ans, il va le dire debout sur la scène en bombant le torse. Déjà, être fier de ce qu'on fait. Ils l'apprennent à l'école. Hein. Mais justement, je vais y venir. Le deuxième point après la fierté, c'est penser européen. J'ai dit tout à l'heure, le nombre de sociétés que j'ai reçues sur cette scène qui commençaient en créant leur société avec un accent circonflexe ou un accent aigu, et je leur ai dit, mais t'es sûr qu'on peut sortir des frontières avec ça? Non, mais nous, c'est la France, notre terrain de jeu. Non, on peut pas penser comme ça. Dès le début, il faut qu'on pense grand. Penser grand. La troisième chose, penser ouvert. Et quand vous avez souligné que vous travaillez avec les GAFAM, mais juste de manière non naïve, en disant là, on peut travailler ensemble et là, non. Et ben c'est ça, c'est ouvert, c'est on travaille avec les petits et les grands. Des fois, les grands peuvent pas tout faire tout seuls, ils ont besoin de petits. Et des fois, les grands ont besoin de plus grands qu'eux. Mais ensemble, on reproduit peut-être moins les erreurs du passé qu'à penser qu'on va tout faire tout seul. Et tout ce que je viens de dire, ça passe par l'éducation et l'inclusion. Parce que tout ça, c'est des réflexes, vous venez de le dire, c'est à l'école que ça s'apprend. Moi, j'ai une petite cousine qui a une fille qui a 5 ans. Moi, à l'époque, j'étais allé la voir à New York. Mon fils avait 5 ans, c'était pas le même monde. Hein. Elle savait déjà pitcher à 5 ans. Parce qu'on leur demandait de pitcher leur week-end au retour à l'école. C'est un truc de fou, mais c'est comme ça. Et donc, ça passe par l'éducation et l'inclusion. C'est le dernier point extrêmement important. C'est qu'on ne peut pas faire cette transformation digitale pour la moitié de la population et laisser l'autre moitié derrière. Et je reste convaincu, on dit tout le temps, on pense que tout le monde est digital. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'on a tous un smartphone et qu'on va sur Twitter qu'on est digitaux. Et que dans ce monde qui plus est bouleversé par les crises sanitaires et peut-être demain écologiques, qu'on va savoir se transformer. Et les entreprises ont un énorme rôle à jouer. Je ne crois pas qu'en l'État. Je pense que les entreprises ont un rôle à jouer pour éduquer leurs collaborateurs, transformer, apprendre et qu'on ne laisse personne sur le bord du chemin. Merci Laurent. Laure ?
La première chose, et moi aussi c'est un message d'espoir, c'est d'abord il y a une vraie prise de conscience politique et économique des enjeux de transformation de la société. Quand j'ai été élue pour la première fois députée, c'était en 2007. Et en 2007, en fait, le réflexe du monde politique et du monde économique, c'était ayons un réflexe conservateur, c'est-à-dire gardons les règles telles qu'elles sont et finalement on va pas livrer bataille. Donc ça nous a conduit quand même à une loi telle qu'Hadopi, à une loi à des règles telles que la guerre VTC taxi. Tout ça c'est révolu. On est derrière maintenant, on est là et on veut livrer bataille. Donc déjà il y a une mobilisation à la fois des grands groupes au travers de la mission qui a été confiée à Nicolas Guérin de Natixis et qui emmène tous les grands groupes français. C'est essentiel en fait que ces grands groupes prennent conscience de ces enjeux de transformation. Donc tout ça c'est en route. Ça c'est le premier réflexe est derrière nous. Donc premier message d'espoir. Le deuxième message d'espoir, c'est que finalement il y a encore plein de domaines d'activité où la transformation n'a pas été faite. Il y a plein de filières en fait où le cheminement du consommateur et la transformation n'est pas faite. On est bon dans le domaine agricole, on est capable, à mon avis, de porter des géants du numérique dans le domaine agricole pour améliorer la production agricole et l'exporter dans le monde. On est bon aussi en matière de gestion des villes et des déchets. On est capable de monter aussi une transformation des smart cities, des villes sous le concept de smart cities en Europe. On va pas aller chercher des solutions chinoises là-dessus. Ça rentrera pas dans notre cadre de régulation européen. Donc on est capable de monter ça. Mais il y a ça dans plein de domaines. Donc on a encore des champs entiers sur lesquels on peut livrer bataille. On a des gens talentueux. On a maintenant une prise de conscience des acteurs économiques. Et donc il y a message d'espoir pour le développement de l'économie numérique en France et en Europe. Très bien, message d'espoir. Merci beaucoup et ce sera le mot de la fin.